Le Sailors Film Festival est de retour. Après une tournée 2022 qui a réuni plus de 4000 spectateurs dans 11 villes de France, l'édition 2023 du premier film de voile de compétition créé par Tip & Shaft voit plus grand avec 15 étapes de Lorient le 26 janvier au Grand Rex à Paris le 9 mars, en passant par Brest, Saint-Malo, Nantes, Rennes, Nice, Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Le Havre et Strasbourg. Au programme de la voile sur grand écran avec 4 films inédits exclusifs et la présence sur scène des stars de la discipline qui, entre chaque film, viendront raconter l'envers du décor. Pour toutes les informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site de Tip & Shaft, tipnshaft.com et cliquez sur l'onglet Sailors Film Festival. Et ne tardez pas, puisque plusieurs dates sont déjà quasiment complètes. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipnshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 103e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 23 janvier, il est exactement 18h42 heure de Paris, 16h42 heure de Mindelo au Cap-Vert où se trouvent nos 2 invités du jour qui ont couru la première étape de The Ocean Race en IMOCA, dont ils ont terminé à la 4e place à bord de Biotherm mené par Paul Meillat. Il s'agit d'Anthony Marchand, qui par ailleurs skippera à partir de cette année l'ultime actuel à la place d'Yves Leblévec, qui va se concentrer sur la direction du team actuel. On verra bien évidemment parler également d'ultime avec lui. Salut Anthony. Bonjour. Notre deuxième invitée connaît également cette ultime pour avoir navigué plusieurs fois à bord. Elle est aussi la skipper du classe 40, la Boulangère Bio, sur lequel elle a participé à la dernière Roue du Rhum destination Guadeloupe. C'est bien évidemment Amélie Grassi. Salut Amélie. Salut, bonjour à tous. Avant de vous donner la parole et revenir sur ce début de The Ocean Race, un bref résumé de cette première étape en partie d'Alicante à destination du Cap-Vert, un peu moins de 2000 milles, qui a vu la victoire en IMOCA de Holcim PRB, le plan verdier mené par Kevin Escoffier. Arrivé dans la nuit de vendredi à samedi après 5 jours et demi de mer, il a devancé l'équipage américain de Eleven Saur Racing Team d'un peu moins de 3 heures et Malicia Sea Explorer, le bateau de Boris Herman, d'un peu plus de 5h30. Biotherm a pris la 4e place tard samedi soir, Guyot Environnement Team Europe fermant la marche. Rappelons que se disputait également la première des 3 étapes de The Ocean Race Volvo 65 Sprint Cup, réservée au Volvo 65, et ce sont les Polonais de Wind Whisper Racing Team menés par un Espagnol Pablo Ararte qui se sont imposés samedi après-midi. Eh bien, on va revenir sur cette première étape qui a été assez passionnante à suivre. Déjà, avant d'en parler, peut-être faites-nous une petite carte postale de Mindelo. Comment est l'ambiance sur place et quel est le temps? Amélie, fais-nous la petite carte postale de Mindelo. Écoute, à Mindelo, ambiance un peu particulière. C'est assez dépaysant pour nous. Je pense qu'on est tous contents de s'arrêter autour du Nil, qu'on a souvent l'habitude de tourner sans jamais faire de stop. Ici, la température, c'est plutôt sympa. On est en short t-shirt toute la journée, plage de sable blanc, grand soleil. On n'a pas non plus beaucoup le temps de profiter de ces paysages de carte postale au Cap-Vert parce que conformément à la règle de The Ocean Race, sur cette escale, on est les marins concentrés sur les pontons. Et donc, c'est aussi une ambiance assez sympa et peu habituelle en IMOCA. Tous les marins sont à bord des bateaux en train de bricoler à la place des équipes techniques. Donc, vous voyez, c'est cette ambiance de ponton qui s'est installée où on bricole pour réparer ce qu'on a cassé sur la première étape. Ça veut dire que vous êtes en gros consigné à bord. J'imagine que vous dormez peut-être pas à bord des bateaux, mais vous passez vos journées à bord du bateau? Alors, la règle, c'est que rien ne peut monter ou descendre du bateau, sauf nos fringues pour des lessives. Et personne ne peut intervenir à bord du bateau, à l'exception des marins ayant participé à la première étape.
Donc nous, on n'est pas consignés à bord, mais c'est vrai que pour les 2 premières journées de stop, on se retrouve tous les marins à bord le matin, on descend pour la pause déjeuner et le soir en fin de journée. Mais l'objectif de ces 2 premiers jours de stop, c'était vraiment de tout réparer et de remettre le bateau en configuration course pour que dès ce soir, il soit prêt à repartir et que demain, on puisse revenir à nos rôles plus classiques de navigatrices et navigateurs, c'est-à-dire la météo, la préparation de la nave, etc. D'accord, donc c'était très propre à cette première étape parce que l'escale est très courte. Oui, tout à fait. Et le but, c'était d'éviter que sur 3 jours, les équipes déplacent beaucoup de monde et du matériel pour si peu de temps. Donc voilà, ça nous encourageait à emmener tout le matériel de secours et de spare nécessaire. Et c'est aussi un petit challenge dans la gestion sportive de bien se reposer tout en prenant soin de notre bateau. Mais on le savait en partant. Donc voilà, c'est comme si on était encore en course au final. Bon, Anthony, on va revenir sur cette première étape. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques phases cette première étape qui est donc partie d'Alicante avec une météo, je crois, assez musclée en Méditerranée et après les alizés, la descente vers le Cap-Vert? Oui, on a eu de belles conditions pour le départ à Alicante, avec un petit peu de vent. Ça fait des très belles images sur le petit parcours côtier devant le port d'Alicante. Donc nous, ça s'est plutôt bien passé. On était en tête sur cette petite phase de départ sur ce petit parcours devant le port. Donc c'était très bien. Après, on a eu une petite zone de molle, de transition pour aller chercher le vent d'ouest là en entrée de Gibraltar. Et là, c'est monté très fort, c'était prévu, mais un peu plus fort que prévu. On s'est fait un peu cueillir avec, pour nous, des rafales à 60 nœuds, avec un 40 nœuds, 40 nœuds, 45 nœuds, voire 50 nœuds pendant quelques heures, assez constant. C'est vrai que sur ces IMOCA, 50, 60 nœuds au près, surtout au près, c'est jamais très agréable. Même si c'est en Méditerranée, ça levait quand même un petit peu de mer, ça tapait, c'était de la mer courte. Donc on s'est fait un peu cueillir, un petit peu le mal de mer pendant quelques heures, mais ça allait bien quand même. C'est vrai que Gibraltar, c'est quand même un endroit où il y a pas mal de trafic, où il y a un DST, une zone un peu interdite pour nous à la navigation. Et c'est un couloir qui est très serré, donc ça faisait beaucoup de virements de bord, beaucoup de manœuvres. Et en sortie de Gibraltar, là enfin, on commençait à débrider pour aller chercher notre alizé, là, essayer de chercher aussi un empannage dans la courbure de l'anticyclone des Açores. On avait du vent assez soutenu, donc ça débridait, ça allait vite. Qui dit ça va vite en IMOCA dit ça vole, dit ça tape, dit la vie à bord commençait à être un peu plus hostile. Et puis pour avoir des vents portants à la fin jusque Mindelo. Donc c'était quand même une étape pour une première étape assez engagée qui remettait les pendules à l'heure pour tout le monde. Voilà, et c'est des bateaux qui sont durs, qui sont physiques et la vie à bord est vite dégradée. Mais en tout cas, on était assez content de la gestion de l'équipe, nous à bord de Biotherm. Et le résultat, cette quatrième place, elle est le reflet de cette première étape pour vous? Elle est satisfaisante? Quel bilan un peu vous en faites? Non, forcément, on aurait bien voulu faire un peu mieux, mais ce qu'on voulait aussi surtout pas, c'était avoir de gros problèmes techniques et de casser trop de choses lors de cette première étape. The Ocean Race, c'est quand même un tour du monde, c'est une course qui est très longue. J'avais le souvenir en 2015, quand j'y avais participé avec Mapfre, ça s'appelait la Volvo Ocean Race à cette époque, que à chaque fois dès qu'on cassait un truc, on disait on était bête. C'est vrai que la Volvo, The Ocean Race aujourd'hui, c'est une course qui est longue, faut quand même prendre soin du bateau. Et je pense que c'est encore plus le cas en IMOCA, que c'était le cas avec les VOR 65. Donc on a, pour nous, c'était aussi notre première course, nos premiers bords avec l'équipe sur Biotherm. Il faut qu'on apprenne le bateau. On n'a plus trop l'occasion de naviguer. Aucun de nous n'a fait le convoyage retour de la route du Rhum aussi sur le bateau pour s'entraîner. Moi, il fallait que je ramène l'ultime Maxwell. Donc c'était une première nave découverte, apprentissage du bateau. On a vu qu'on avait le bateau avait était exceptionnel. Il était vraiment, c'était une très belle machine, que l'équipage fonctionnait bien, qu'humainement ça marchait super bien. Voilà, donc maintenant on va se mettre des objectifs au fur et à mesure. On va essayer d'augmenter notre fond de jeu et essayer de se mettre des objectifs un peu plus élevés. Mais voilà, on a encore du temps. Il y a beaucoup d'étapes et voilà, on est très on a vraiment hâte de prendre le départ de ce deuxième leg.
Amélie, pour toi, tu as disputé la route du Rhum en classe 40. Malheureusement, on va en reparler tout à l'heure, malheureusement, avec un dématage à la clé. Pour toi, c'était une première en IMOCA ou tu as eu le temps quand même de découvrir ce bateau en amont? Il a été mis à l'eau assez tard. Raconte-nous un peu ses débuts en IMOCA. Non, mais c'est vrai que moi j'ai très peu d'expérience en IMOCA. J'avais eu l'occasion de participer à quelques convoyages, notamment sur Foiler, donc j'avais eu un petit aperçu. En ce qui concerne l'IMOCA Biotherme, j'ai seulement passé une journée de navigation à bord pendant l'azimut en septembre dernier, dans des conditions de vent très très faibles et quelques jours après la mise à l'eau du bateau. Donc on peut pas dire que ce soit une prise en main digne de ce nom. Donc au final, j'ai vraiment découvert le bateau seulement à Alicante, mais comme Anthony Marchand et Damien Seguin. Donc voilà, prise en main. Elle a commencé directement avec l'Inport Race à Alicante, donc c'était qui était également la première navigation après le chantier retour de Rome du bateau. Donc tout s'est fait assez vite, mais au final, les systèmes sont similaires à ce qu'on trouve sur d'autres bateaux aussi. Donc voilà, on a trouvé nos marques pendant cette première étape qui était effectivement un peu de la découverte sur les réglages et le comportement du bateau. Et maintenant, on sent qu'on a quand même bien le support en main et qu'on est prêt à repartir beaucoup plus performant sur la deuxième étape. Ouais, justement, il y a eu quand même des belles vitesses moyennes, hein. Il y a certains bateaux qui ont dépassé les 500 000 en 24 heures. Je crois que vous avez eu des journées jusqu'à 460, hein, voire un peu plus en 24 heures. Est-ce que vous en avez gardé un peu sous la pédale sur cette première étape ou vous avez poussé à fond? Quelles étaient un peu les consignes de Paul, qui est le skipper du bateau? Amélie, toujours. Non, bah on avait en tête, surtout Paul avait en tête de bien préserver le bateau sur cette première étape, et puis on savait qu'on était tous en train de découvrir le support, et en IMOCA, on a quand même vite fait de faire des grosses bêtises avec des conséquences lourdes pour le bateau. Donc on a essayé de vraiment doser entre faire la course, parce qu'on est tous des compétiteurs énervé, donc on n'avait pas non plus envie d'y aller tranquille, mais on a pris soin du bateau, notamment dans les manœuvres un peu périlleuses, et puis au moment où il y avait du vent fort, c'est sûr qu'on a plutôt fait attention à envoyer des plus grosses voiles trop tard que trop tôt, etc. Mais c'était une étape essentielle dans la construction de cette course pour nous. Donc oui, on va sûrement pouvoir tirer de plus en plus sur le bateau. L'important, c'est de le faire intelligemment et étape par étape, en étant certain qu'on tire dessus au bon moment pour pas tout casser. Et est-ce que ce bateau, on rappelle, hein, qu'il a été mis à l'eau à la fin de l'été, est-ce que le comportement est conforme à ce que vous attendiez? Anthony, toi, tu as navigué aussi sur d'autres IMOCA avant. Tu as notamment disputé la Transat Jacques Vabre en 2019 avec Giancarlo Pedote, qui était sur un bateau plus ancien. Est-ce que le comportement du bateau est conforme à ce que vous espériez pour l'instant? Il est complètement conforme. C'est quand même un bateau qui est léger, même par rapport aux autres, qui est bien conçu. Voilà, c'est une base, on va dire, de coque d'Advance. Enfin, il y a pas y a pas eu de développement ou de choses révolutionnaires. C'est un bateau aussi que Paul connaît bien, parce que il est similaire au plan Verdier que Charlie Dalin avait, où Paul a fait la Transat Jacques Vabre avec Charlie. Donc Paul a rapidement trouvé les manettes. Ça s'est ressenti sur sa route du Rhum, hein, d'ailleurs, parce qu'il fait une 6e place, mais à un moment il a bataillé pas mal de temps dans les 3 premiers. Après, les comportements par rapport à ce que j'ai connu, par exemple avec Giancarlo quand j'ai fait la Transat Jacques Vabre avec lui, c'est vrai que les nouveaux foilers, c'est des bateaux qui sont rudes, hein. La vie à bord, ça tape beaucoup, ça accélère très vite, ça a des comportements de multicoque. Tu peux vite aussi perdre le vol et perdre 4 nœuds. Il faut vite rechoquer, retrouver le vol. Voilà, c'est vraiment des réglages et de manière de naviguer qui me font un peu penser à l'ultime ou au bateau volant. Ouais. Et sur cette étape, vous êtes tout de suite rentré dans un rythme de quart, hein, parce que finalement c'est une étape assez courte, hein, 5 jours et demi, 6 jours et demi pour vous. Est-ce que vous étiez plutôt en mode Figaro ou tout de suite vous avez installé un rythme avec des quarts? Comment ça s'est passé la vie à bord justement? On s'était préparé à un roulement de quart, mais qu'au final on n'a pas vraiment tenu. Les premières heures de navigation, Paul, il était quand même souvent dehors et puis un peu hors quart pour
pour la transmission, pour donner des infos à tout le monde. C'était impossible de passer une manœuvre sans lui au début de l'étape, ce qui progressivement s'est fait au bout de 2-3 jours de nav. Donc on n'a pas tellement respecté l'écart, mais je dirais que rapidement, on n'a pas respecté la feuille de route, mais on s'est fait des petites rotations et puis chacun passait le même temps que l'autre dehors. On arrivait à voir à peu près tout le monde. Bon, on va construire ça. Ce sera beaucoup plus construit sur la deuxième étape. Encore une fois, ça s'inscrivait aussi dans la découverte du bateau, de l'équipage, de l'humain. Donc c'était un peu au feeling sur cette première étape. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter, quand vous parlez de vie à bord difficile, ça veut dire quoi, une vie à bord difficile sur un IMOCA qui file à plus de 20 nœuds au reaching? Vie à bord difficile. Alors déjà, ça peut se ressentir, rien qu'avec les quelques blessures qu'il y a eu sur cette étape de 4 jours. On voit qu'il y a Boris qui ne part pas sur la leg 2 parce qu'il s'est brûlé avec son Jetboy le pied. Nous, il y a Damien Seguin qui s'est aussi brûlé avec le Jetboy avec l'eau bouillante à l'intérieur de la cuisse. C'est vraiment compliqué de se faire à manger. T'es rapidement à genoux, tu dans certains chocs, c'est compliqué de dormir aussi, tu sautes dans la banette, faut être accroché, c'est assourdissant, c'est ingrat comme bateau, c'est vraiment très ingrat. Ça m'a même un peu surpris à quel point c'était ingrat, et c'est sûr que par exemple sur j'imagine sur le Vendée Globe, il doit y avoir aussi beaucoup d'écart de vitesse entre certains concurrents, juste le fait parce qu'il y en a certains qui n'ont plus envie de bourriner, on va dire, et de taper autant avec ces bateaux. Il y en a certains qui doivent un peu plus ralentir, d'autres qui continuent qui ont l'énergie encore pour souffrir, et je pense qu'avec ces bateaux en solitaire, il doit y avoir des gros écarts entre cette gestion justement de vie à bord. Ouais, et justement, quand tu penses à la grande étape qui va vous attendre dans le sud entre le Cap et Itajaí, avec l'enchaînement de l'Indien et le Pacifique, ça fait pas un peu peur de se dire que vous allez vivre ça pendant pas 5 jours et demi, mais je sais pas combien de temps fera cette étape, peut-être une 30aine de jours. Alors, donc ce qui est bien, c'est que faut pas trop commencer à y penser, faut pas trop commencer à y réfléchir. C'est sûr que ça va être dur, ça va être rude, et puis il y a le froid, il y a l'humidité qui va se rajouter à tout ça. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des conditions quand même ventées, mais aussi assez clémentes. On va voir. Après, le corps humain s'adapte quand même, est toujours impressionnant. On s'adapte à tout, beaucoup plus que ce qu'on pense. Voilà, il y en a bien qui l'ont fait sur le Vendée Globe en solitaire. Pourquoi on n'y arriverait pas en équipage, donc j'ai aucun doute là-dessus, comme quoi ça va bien se passer. Mais ça va être dur. C'est sûr qu'il y aura du dégât, que ce soit mécanique, que ce soit physique, mental, après une étape, l'étape 3 du Grand Sud. Toi, Amélie, tu navigues en classe 40, qui sont aussi des bateaux apparemment assez durs, avec un fond assez plat. C'est proche de ce que tu connais en classe 40, ou c'est le niveau au-dessus en termes de difficulté de vie à bord à l'IMOCA à foil? Bah écoute, je me posais pas mal de questions sur la vie à bord, parce que c'est vrai qu'on m'avait bien mis en garde sur le fait que les nouveaux IMOCA étaient plutôt invivables. Et au final, c'est très différent du classe 40. Mais c'est pas plus désagréable. C'est-à-dire que sur le classe 40, ça tape déjà tellement fort, c'est très sonore, ça plante un peu moins, il y a des mouvements moins brusques, mais par contre le classe 40 navigue beaucoup plus gité, donc ce qui simplifie pas la vie à bord. Voilà, il y a quelques paramètres un peu différents, mais c'était pas plus dur que le classe 40 dans de la mer et du vent, donc c'est différent. On s'adapte. Plus à plat, mais il faut quand même bien se tenir, parce que c'est vrai que le bateau a des mouvements qu'en plus on est en train d'appréhender et d'apprendre à connaître en ce moment, donc on peut un peu se faire surprendre au début. Mais et comment se répartissent un peu les rôles à bord entre vous quatre? Est-ce que c'est deux, en principe, sur le papier, c'est 2 quarts de 2 où tout le monde fait tout, ou est-ce que vous avez chacun, toi Anthony, toi Amélie, un rôle en plus au sein de l'équipage? alors là, c'est vraiment organisé 2 quarts de 2 et tout le monde fait tout. C'est une vraie volonté de Paul de s'assurer que chacun soit capable d'occuper tous les postes à bord.
Par contre, je dirais qu'il y a quand même Paul a un rôle un peu spécifique en tant que skipper. Il est forcément moteur sur toutes les décisions et beaucoup de phases à bord du bateau. Et Anto a quand même le lead sur tout ce qui est routage, météo et navigation. Et bon, à part ça, tout le monde fait tout. Hein. Les manœuvres simples, on les fait en double. Tout le monde a à peu près la même place. En tout, quand tu regardes le résultat de cette étape, est-ce qu'il y a une forme de logique à voir Holcim PRB devant Eleven Saur et Malicia et vous quatrième? Est-ce qu'au regard des préparations des équipes respectives qui ont été quand même très très courtes en dehors de Eleven Saur Racing qui n'a pas participé à la Roue du Rhum, quel est un peu ton regard sur cette première hiérarchie au terme de cette étape? Oui, sûrement. Hein, c'est un peu comme les étapes de Figaro ou les étapes où il y a 35-40 nœuds. On va dire que c'est les gens qui ont un peu plus d'expérience ou les bateaux, je sais pas comment on dit, un peu plus expérimentés qui sont un peu devant. Après, ça reste quand même une flotte. Ça s'est pas vu spécialement sur la carto, mais je pense qu'il est assez homogène où chacun peut jouer vraiment des belles cartes. Il y a une petite hiérarchie qui s'est mise en place, mais et encore. Enfin, je pense qu'on a montré de belles choses quand même sur le programme, sur le départ de la Leg 1. Voilà, et j'ai envie de te dire, j'aimerais bien qu'on ait refait cette discussion après Captain. Voilà. On est effectivement qu'au début de la course. Est-ce que cependant, vous notez des différences entre les bateaux? Est-ce que quand vous comparez un peu les vitesses selon les angles, toutes les polaires aussi, est-ce qu'il y a des bateaux qui sont plus performants dans telles conditions? Est-ce que déjà vous pouvez le voir après une étape ou c'est trop tôt pour commencer à tirer des conclusions? Non, on voit quelques différences entre les bateaux. C'est vrai que Malaysia, c'est un bateau qui a l'air de vraiment pas planter au portant. Je crois qu'ils ont quasiment jamais fait de planter où le bateau s'est arrêté dans le bas de vague. Des plans verdiers peut-être un peu plus tendus peuvent potentiellement de temps en temps un peu plus s'arrêter. Après, nous, dans les moments en transition, c'est vrai que c'est un bateau un peu plus léger qu'on a et c'est un bateau qui décolle quand même assez vite. Voilà, on sait que nous, on a un bateau polyvalent. C'est une manière générale de tous les verdiers. Après, il y a quand même 3 verdiers sur cette course, donc Ouais. il y a pas un archi de chaque sur différents bateaux. Mais non, je pense que des formes comme Malaysia, c'est des bateaux qui sont intéressants. Hein. J'ai hâte de le suivre et de discuter avec les autres, de voir comment ça se passe dans le Grand Sud ou dans une étape un peu plus de molle. C'est un peu tôt pour dire, mais c'est vrai que les bateaux peuvent naviguer assez proches. Hein. Il y a des fois quand on est vraiment tous bord à bord, on a des différentiels de vitesse qui sont assez faibles. De temps en temps, on a l'impression que c'est vraiment une course du Figaro. Quand tu dis il y a pas eu de planté du tout chez Malicia, c'est comment vous le savez, c'est eux qui vous l'ont raconté? Bon, parce que t'as des oreilles qui traînent tout le temps partout. Hein. À la cantine le midi. À la cantine le midi, on est tous à la même cantine. Juste un petit mot sur les Volvo 65. Il y en a 2 qui ont été plus rapides que les 4e et 5e en IMOCA sur cette étape. Comment ça s'explique pour un néophyte qui suit ça d'un petit peu loin? Comment vous l'expliquez? Alors c'est vrai que eux, pour les changements de voile, c'est un peu plus simple dans le sens où ils sont plus nombreux à bord. Ils n'ont pas forcément besoin de sortir les voiles d'avant de la soute à l'intérieur du bateau. C'est des bateaux où ils ont tous les voiles qui sont empilées sur le pont. Ils sont pas forcément obligés non plus de ralentir plein vent arrière. On appelle ça un bear-away. Donc pour changer de voile, nous c'est souvent le cas. Donc sur toutes les phases de manœuvre, c'est des bateaux qui perdent beaucoup moins de terrain. Après, c'est des bateaux qui sont comme les rapides, les 65. Hein. Mais c'est sûr que dans certaines conditions, on va beaucoup plus vite. Et dès que c'est portant VMG, on va dire que les vitesses se lissent. Mais sur des reaching, on a quand même vu des grosses différences de vitesse. Quoi. Quand ils étaient à 15 nœuds, on était à 22 nœuds. Donc c'est vraiment des bateaux
ont le même programme, le programme Tour du Monde en équipage, mais qui sont fondamentalement complètement différents. Et c'est des manières de naviguer qui sont complètement différentes. Après, nous, on n'a pas beaucoup mis les cirés. Eux, ils étaient tout le temps cirés, quoi. Oui, vous êtes quasiment complètement protégé, vous, de toute façon, là. Vous êtes très peu mouillé sur une étape comme ça. Non, très peu mouillé. Après, il y a souvent quand même du spray un petit peu sous les casquettes, mais c'est vrai que non, ça mouille moins. Mais je me demande si ça plante aussi beaucoup plus en IMOCA. Donc, je pense que les paquets d'eau qu'il y a sur le pont, alors heureusement qu'on n'y est pas, mais sont peut-être plus réguliers, plus brutaux. Donc ouais, donc je sais pas. Enfin, on met pas la tête dehors, donc j'ai du mal à quantifier et voir la différence technique qui est sur le pont entre les 65 et les IMOCA. Amélie, vous parliez tout à l'heure du fait que vous étiez les seuls à pouvoir intervenir sur le bateau pendant cette courte escale. Est-ce qu'il y a eu de la casse à bord de Biotherm sur cette première étape? Est-ce qu'il y a eu des petits travaux à faire dans la journée? Écoute, nous, on avait quand même pas mal de petits dossiers à gérer à l'escale, mais que des petits dossiers. Enfin, on a eu un peu peur sur un bout de foil, mais au final, tout s'est bricolé assez rapidement. Donc, on va dire qu'on avait 2 journées de boulot bien remplies à 4, mais que des petites choses, pas trop graves, et on avait absolument tout ce qu'il fallait à bord pour s'en sortir. Donc voilà, au final, on s'en sort pas trop mal en bricolage. C'était light, ça va. Bon, parlons maintenant de cette deuxième étape de 600 milles qui va vous mener jusqu'au Cap, qui s'élance mercredi à 17h05 heure locale, 19h05 en France, avec le même équipage. Je crois que vous partez les 4 mêmes, avec Paul et Damien Seguin. Comment vous allez préparer la météo d'ici le départ mercredi? Comment ça s'organise au sein du team Biotherm? On va continuer avec toi, Amélie. Eh ben, là, l'idée, c'est que ce soir, on aura vraiment le bateau en configuration de navigation. Ça veut dire que dès demain, on reprend tous nos rôles de marins. Donc, l'idée, c'est à partir de demain, tout le monde met le nez dans la météo et la préparation de la nave. Tout ça drivé par Anto qui a le lead sur ce sujet-là. Mais voilà, on va remettre un peu le nez dans adapter nos polaires, adapter nos selects, regarder la nave. Tout ça, ce sera les principaux sujets de tous les marins du bord dès demain matin. Enfin, dès ce soir, même, je pense. Et vous travaillez, Anto, vous travaillez avec quelqu'un en plus à l'extérieur, j'imagine, vous, avec qui vous travaillez pour préparer la météo de l'étape? Alors, tu imagines mal. Ah bon, j'imagine mal. Il y a pas de... On a personne à côté, en plus, qui nous prépare et qui nous mâchouille la météo. Non, on fait vraiment nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est une volonté de l'équipe ou c'est une volonté de l'équipe. On a décidé ça comme ça. Oui, c'était une volonté de Paul. Après, pour l'instant, ça se passe bien, mais voilà, ça, c'est sûr que de temps en temps, ça fait gagner du temps. On se sentirait peut-être un peu plus à l'aise d'avoir un routeur en plus, mais bon, voilà, sur un tour du monde, je pense que aussi financièrement, ça fait une grosse enveloppe à rajouter, et voilà, on a jugé qu'on serait très capable de le faire nous-mêmes. Donc, on est parti là-dessus comme ça. Donc, à partir de demain matin, voire ce soir, on va vraiment commencer à mettre le nez dedans. Donc, si tu veux que je te fasse un petit plan de ce qui arrive sur l'étape numéro 2, j'ai pas trop regardé pour l'instant. C'est des conditions qui seront un peu plus calmes, avec un anticyclone quand même de Sainte-Hélène qui a l'air d'être très sud, avec peut-être des options complètement différentes au passage du poteau noir et après le poteau noir. Voilà, mais je pourrais pas t'en dire plus précisément. Ça, on verra ça dans les heures à venir. C'est un parcours que toi tu as déjà pratiqué, j'imagine, Transat Jacques Vabre, et peut-être et sur ta précédente participation à la Volvo.
Exactement, oui, oui. C'était en une étape. Hein, quand j'ai fait la Volvo en 2015 avec McFrey. Ouais, bien sûr. C'était Alicante Capton direct. Et je me souviens qu'on était passé dans les îles du Cap-Vert, en plein milieu, je crois. Donc ouais, c'est des chouettes parcours. C'est des parcours enfin l'étape est assez longue, quoi. Je pense qu'on va mettre 2 semaines, enfin 2 bonnes semaines. Donc va falloir s'accrocher. Il peut se passer beaucoup de choses. On peut avoir des dépressions, on peut avoir des alizés brésiliennes fortes, on peut avoir un poteau noir compliqué à gérer. Par contre, là, la différence que je vois, qui est assez intéressante, c'est que d'habitude, quand on part faire une course style une Transat Jacques Vabre, voilà, on n'a pas trop du tout d'idées en partant sur la météo qu'il y aura sur le poteau noir, tandis que là, on va commencer à regarder les fichiers, on voit ce qui se passe, et dès à terre, on va pouvoir commencer peut-être à avoir des options pour le poteau noir. Donc c'est une stratégie c'est une manière de naviguer qui va être assez différente. C'est assez rigolo de commencer déjà ici à terre à regarder ce qui peut se passer sur le poteau noir. C'est pas très loin de nous devant au sud, quoi. Parlons un petit peu de la suite du programme pour vous, en tout cas sur The Ocean Race. Est-ce que l'un comme l'autre, quelles étapes vous allez faire? Est-ce que vous avez tous les deux les étapes du Grand Sud au programme? Comment se répartissent un peu les étapes à bord de Biotherm? En ce qui me concerne, je participe à cette deuxième étape jusqu'à Cape Town, et je vais faire une pause à Cape Town pour revenir seulement à Newport et faire la transat retour jusqu'à Aarhus, parce que je conjugue quand même le programme Ocean Race Biotherm avec mon classe 40 la boulangère bio, donc c'était une répartition qui permettait de conjuguer les deux plannings. Donc je serai pas dans le Grand Sud. Et toi, Anto? Moi, comme prévu depuis le début, je fais les 3 premières étapes d'affilée, donc jusqu'à Itajaí, et je devrais faire une petite étape à la fin en Europe. Je sais pas laquelle, si c'est l'avant-dernière ou la dernière. Voilà. Et ben justement, on va parler maintenant de vos autres projets respectifs. On va continuer avec toi, Anthony, parce que c'est l'actualité toute récente. Actuel a annoncé il y a 10 jours que tu serais à partir de cette année le skipper de l'Ultime à la place de Yves Leblevec, qui va se concentrer sur la direction du team actuel. On rappelle que tu faisais quand même partie de l'équipe depuis maintenant 2 ans. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait. Est-ce que c'était une transmission qui était prévue, qui s'est accélérée? Raconte-nous un peu comment se sont faites les choses avec Yves et l'équipe d'actuel. Ça s'est fait assez, on va dire, je sais pas si c'est assez naturellement, mais ça s'est fait donc après la route du Rhum d'Yves, voilà, il me posait la question s'il mettait dans une liste pour récupérer la barre de ce beau trimaran. Donc je lui dis oui, potentiellement, voilà, je suis intéressé. Et cette liste-là, voilà, c'était pour aussi faire le tour du monde à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, tour du monde en solitaire, l'Arkea Ultime Challenge. Donc voilà, la réponse, c'était un oui, mais je voulais que ce soit un oui réfléchi. Donc j'en ai profité du convoyage retour de la route du Rhum que j'ai fait sans Yves, que j'ai fait avec l'équipe en interne, l'équipe de team actuel, pour réfléchir à voir si je me sentais et si je m'imaginais où je me sentais heureux sur des bateaux comme ça, lancés à 40 nœuds en solitaire, si je me sentais moi ma manière de naviguer en sécurité, si je me sentais moi avec ma manière de naviguer ou potentiellement j'avais la sensation que je pouvais faire aller vite ce bateau. Et voilà, il fallait que je réponde à plein de petites cases, que je coche plein de petites cases avant de dire un gros oui définitif à Yves. Et puis à l'arrivée au ponton, à la Trinité de ce convoi retour, j'ai pas eu besoin de lui mettre un gros oui verbal. Je pense que dans mon regard et dans mes yeux, il a senti que oui, j'en avais envie qu'il me mette dans cette liste-là, et que j'aurais été ravi de prendre la responsabilité de prendre le rôle de skipper de ce bateau.
Et tu sais combien vous étiez dans cette fameuse liste? Je sais pas trop. Après, je crois que dans les discussions, naturellement, voilà, ils étaient un peu ouverts à plusieurs possibilités. Et puis, naturellement, dans les discussions, euh, voilà, ils se sont dit que Anthony euh, allait très bien faire l'affaire et que voilà, ils avaient confiance en moi. Et voilà, j'en suis hyper honoré. Et je crois que personne n'a été j'en suis sûr même contacté à part moi. Donc la liste s'est réduite à une personne assez rapidement. Est-ce que tu sentais chez Yves, peut-être petit à petit, l'envie de passer la barre, ou est-ce que tu as été surpris que ça se passe aussi vite? Parce on rappelle qu'au départ du projet, il devait faire le tour du monde qui était prévu à l'origine en 2019, qui a été reporté finalement et qui n'aura lieu qu'en 2023, la course autour du monde en solitaire. Est-ce que c'est ce décalage de cette course qui a fait que finalement il a choisi de faire cette transmission plus vite que prévu? Est-ce que c'est finalement des projets usants, j'imagine, c'est des bateaux usants? Est-ce que tu as senti chez lui un peu cette envie accélérée de transmission? Alors je sais pas du tout, je suis pas sûr que cette envie a été très accélérée. Ouais. Senti qu'il m'avait lancé 2-3 pics l'année dernière. Voilà. Après, moi, je veux pas marcher sur les plates-bandes d'autres personnes. Enfin voilà, je gardais mon poste de co-skipper. J'avais pas envie non plus de m'imaginer des choses. Voilà, c'est comme Mm. quand tu démarches, je sais pas, des sponsors. Hein, tant que c'est pas signé, on dit t'as rien. Voilà, je voulais pas me faire de plans sur la comète et donc j'y pensais ou je me forçais, je sais pas, à pas y penser. Mais après, comme dit Yves, au tout début de l'ultime, ce tour du monde là, je sais plus, ce tour du monde, ce projet de tour du monde, c'était la première fois, c'était il y a 5 ans, je pense, la place ultime voulait lancer ça. Ouais. Voilà, Yves, c'était il y a 4-5 ans, euh, qui voulait se lancer dans ce tour du monde-là. Et puis en 4-5 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et voilà, il en a peut-être moins envie aujourd'hui. Et surtout, comme il dit, il a encore énormément de choses à apprendre dans le côté. Il a la sensation qu'il a énormément de choses à apprendre et que ça le passionne énormément, le côté management, chef de projet de la team actuelle. Et voilà, je crois qu'il a juste envie de continuer à s'épanouir. Et pour lui, c'était de donner la barre à, à quelqu'un d'autre. Donc voilà, il n'y a pas eu d'événement brutal Ouais. qui a fait que non, tout de suite, je donne la barre à quelqu'un d'autre, quoi. Je pense que ça mûrait. Enfin voilà, c'est en train de mûrir dans sa tête depuis pas mal de temps, sans qu'on le sache. Ouais, c'est une évolution naturelle. Amélie, tu es quand même assez proche de ce projet, hein. On rappelle que ta maman, Sandrine Berthaud, est directrice de projet du team actuel et par ailleurs la compagne d'Yves. Est-ce que tu as toi-même navigué avec Yves et Anto sur ce trimaran actuel? Tu as senti, toi, venir cette évolution? Bah oui, moi je l'ai bien senti venir. On est assez proches avec Yves et Sandrine, et vu qu'on eux gèrent leur projet Team Actual, je gère mon projet La Boulangère Bio, c'est vrai que c'est des sujets qu'on aborde énormément entre nous pour voilà échanger nos feelings, nos ressentis et nos façons d'aborder les différentes problématiques des projets. Donc c'est vrai que j'avais bien suivi les réflexions d'Yves et Sandrine, tout ce cheminement pour se poser la question de passer la main, etc. Donc ouais, ça faisait quelque temps que je savais que c'était dans les tuyaux, et ça se fait, je pense, assez naturellement, euh, avec bienveillance et vraiment, enfin ouais, en harmonie, c'est avec l'équipe, avec l'état d'esprit de Yves, d'Anto. C'est quelque chose qui paraît tout à fait normal, comme si c'était la suite un peu écrite de l'histoire. Ouais. Toi, tu vas rester proche de ce projet, tu vas continuer à naviguer sur ce bateau. C'est peut-être maintenant à Anto qu'il faudra que tu demandes. Est-ce que tu vas continuer un peu à être plus ou moins dans ce projet? Ça, je sais pas, il faut que tu demandes au nouveau skipper.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est appréciable, c'est quelque chose qui est très clair du côté d'Yves Le Blévec et qui est, je trouve, super appréciable. C'est que pour laisser Anto prendre sa place de skipper, il est hors de question que Yves ait la main sur les constructions d'équipage et de comment accompagner la performance d'Anthony. C'est Anto qui récupère le lead et qui va décider de tout ça. Donc, je pense que lui-même doit pas trop savoir à l'heure actuelle comment il va organiser ses cellules de nav, ses équipes, etc. Mais voilà, en tout cas, maintenant, c'est lui qui a la main et tout ça va se réorganiser dans les mois à venir. Donc, faudra voir comment il gère ça. Bon, bah, pour répondre à la question, Bon, alors, Anto, je vais répondre à ta question. Amélie, voilà, on aime bien les équipages avec de la mixité dans le team actuel. Amélie, elle a déjà fait l'ultime. Elle connaît bien l'équipe. Elle navigue super bien. Voilà. Après, c'est surtout est-ce qu'elle va me supporter après ces 2 premières étapes de The Ocean Race? Ça se trouve, c'est elle qui dira non et je vais lui proposer. Donc, faudra demander aussi à Amélie la deuxième étape. Mais en tout cas, forcément, si elle a des dispos aussi par rapport à son projet classe 40 qu'elle mène en parallèle, forcément, elle a sa place à bord, c'est une évidence. Ouais, et est-ce que pour continuer sur ce sujet, tu as déjà un petit peu une idée de avec qui tu voudrais t'entourer pour préparer ce projet, hein, parce que c'est un sacré challenge, cette course autour du monde en solitaire qui partira le 7 janvier 2024. Est-ce que tu as déjà un petit plan en tête, des idées en tête? J'ai forcément un nom. C'est déjà Yves Le Blévec parce qu'il vient de faire une route du Rhum déjà. Voilà, en parlant sportivement parlant, il vient de faire une route du Rhum en solitaire sur ce bateau. Il a plus d'expérience que moi en ultime, voilà, sur ce bateau-là et sur d'autres bateaux. Donc il faut que j'éponge le plus possible de toute l'expérience que Yves peut me donner et voilà, j'ai vraiment envie qu'il remette, qu'il vienne accessorer à bord du bateau pour que je puisse éponger le plus possible de toute son expérience. Et au niveau du bateau en lui-même, il parlait peut-être d'optimisation dans la saison. Est-ce que j'imagine que vous échangez sur le sujet? Quels sont un peu les plans là-dessus? Alors, voilà, on va pas révolutionner le bateau. Il y a plein de petites choses qui sont en réflexion. Après, faut voir ce qu'on va mettre en place. Quand même le premier but de préparation de ce bateau pour le Tour du Monde, c'est surtout de la fiabilité. On a aujourd'hui un bateau fiable. Ce serait dommage de faire trop de grosses modifications qui recréent de l'incertitude sur des efforts de pièces et des choses comme ça. Donc on va pas révolutionner la machine. Il y a plein de petites choses à faire sans. Et on veut garder le côté fiable de cette machine. Comment? En gros, je veux pas tout te dire tout de suite. Oui, j'ai bien compris que des choses seront annoncées plus tard dans la saison, c'est ce que me disait Yves et j'ai tenté ma chance. Est-ce que quand tu penses à cet Arkea Ultime Challenge Brest, hein, c'est le nom entier qui partira donc le 7 janvier 2024, quand tu y penses, ça te fait pas peur de t'attaquer à un tel défi, justement, quand tu as réfléchi à tout ça pendant le convoyage retour de la Guadeloupe? C'est quelque chose qui t'a, j'imagine, bien occupé l'esprit? Alors, ça fait peur, oui et non. Je pense que c'est aussi comme un Vendée Globe. Si tu te mets au pied de la montagne et tu regardes et tu te dis non mais oh là, c'est infranchissable, ça va être dur. Voilà, c'est pas pour moi. Enfin voilà, non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Faut essayer de gravir petite colline par petite colline et puis à un moment tu te rends compte que cool, t'es arrivé tout en haut de la montagne et puis tu redescends petit à petit et voilà, t'arrives à faire l'ascension de cet Everest. Voilà, j'ai envie de réfléchir en étape par étape. Déjà, il y a une qualif à faire rapidement après The Ocean Race, donc 2500 milles en solitaire. Déjà, ça va être un très bon entraînement. C'est une belle petite colline
à gravir. Et puis voilà, j'imagine que je vais fonctionner comme je fonctionne toujours en départ de course, c'est que je vais me focaliser après le jour du départ sur la météo du départ, comment dégolfer le mieux possible, comment récupérer l'alizé le mieux possible, comment passer le peloton noir le mieux possible, comment récupérer l'alizé brésilien le mieux possible, et puis avancer et réfléchir à ce qui se passe un petit peu devant, et pas se faire trop de films en prenant trop de recul. Je pense que justement, ce qu'il faut pour pas se mettre trop de pression, c'est de prendre trop de recul sur ce genre de courses et d'événements, et se focaliser par segment et étape par étape. Et, euh, et voilà. Et je suis pas lancé dans la gueule du loup non plus. Je suis entouré d'une super équipe avec la team actuelle, à qui j'ai complètement confiance. Le bateau, j'ai aussi énormément confiance au bateau. Donc non, aujourd'hui, ça me fait pas peur. Après, je pense que la veille du départ, comme tout le monde, tu passes une pas très bonne nuit. Mais bon, ça, c'est souvent ça sur chaque départ de course ou de gros événements. Ouais. Il y a 2 ans, tu terminais ta énième, je sais plus combienième exactement, saison de Figaro. Tu avais choisi de faire une pause en Figaro. Est-ce que finalement le fait de te retrouver aujourd'hui skipper de l'Ultime Actual, plus pas co-skipper, mais en tout cas membre de l'équipage de Biotherm Saucy Ocean Race, ça valide finalement ce pari que tu as fait au sortir de tes années Figaro? Tu te serais imaginé là il y a 2 ans quand tu as décidé de changer un peu de support? J'aime beaucoup ta question parce que en fait, je la trouve pertinente, et surtout en fait, j'y avais pas pensé à ça. C'est vrai pour répondre à la première question, c'était 10 solitaires du Figaro. Et oui, j'ai voulu faire une pause parce que j'avais l'impression de tourner en rond, parce que je m'épuisais en Figaro, et j'ai pris le risque d'arrêter avec mon partenaire au groupe Royer pour essayer de naviguer sur d'autres choses. Voilà, et c'est vrai que je me rends compte qu'il n'y a pas que le Figaro aussi dans la vie. Il faut en faire, c'est génial, c'est une des plus belles classes qui existent. Mais c'est bien aussi des fois de prendre des risques et d'aller naviguer sur d'autres bateaux, et il y a plein de belles choses à faire, quoi. Euh, Après, de là à dire que le jour où ça s'est arrêté avec le groupe Royer, mais c'est dans Figaro, je pensais pas que 2-3 ans après, j'allais récupérer la barre d'un ultime. Comme quoi, la vie, elle est surprenante, et c'est ça qui est génial. Mais voilà, au final, donc c'est bien. C'est vrai que c'est un pari réussi d'avoir stoppé mes saisons Figaro comme ça. Amélie, passons à toi. Toi, tu es donc sur un projet classe 40 avec la boulangère bio, qui, je crois, t'accompagne aussi d'ailleurs sur The Ocean Race. Tu as effectué ta première saison complète l'année dernière avec des hauts et des bas, malheureusement un dématage pour toi sur la route du Rhum. Quel est un peu le bilan que tu tires de cette saison 2022 avant de parler plus en détail de la route du Rhum? Bah écoute, comme tu l'as souligné, c'était vraiment une saison avec des hauts et des bas. Elle avait commencé plutôt dans la difficulté avec un abandon pour raison médicale sur la première course en solo de l'année. Elle avait très bien rebondi avec une belle 5e place sur la dernière course en solo de préparation avant le Rhum, qui était pleine d'espoir pour la suite. Le départ de la route du Rhum a été une super réussite. J'ai pris un joli départ et j'ai vraiment navigué en tête de flotte sur le début. Donc tout ça, c'était que du positif, et malheureusement, ça se termine avec un dématage. Donc le bilan, il est mitigé. Après, c'est un peu l'histoire de la course au large, quoi. Et je pense que le bilan, il est pas si mitigé que ça. Il est plutôt bon parce que j'ai su digérer cet événement, trouver l'envie de retourner naviguer, et donc tout ça, c'est très positif parce que avec la boulangère bio, on est très content de faire de faire continuer le projet, et mentalement d'être encore mobilisé à fond sur ce projet-là, c'est bien. C'est-à-dire que malgré les embûches, la motivation est là, donc c'était une bonne saison. Ouais, cette 5e place était sur la Dream Cup. Est-ce que tu as des explications sur le dématage? Tu sais exactement ce qui s'est passé? Oui, on a identifié un petit point de faiblesse sur voilà, on est plusieurs à avoir le mât dont j'étais équipée sur cette route du Rhum, et on a identifié une petite faiblesse, donc voilà, c'est dommage, mais l'important c'est qu'on a réussi à comprendre
pourquoi ça a cassé. Et ça c'est vraiment essentiel parce que le pire, c'est de pas déceler la faille et de pas savoir quoi faire. Donc là, voilà, il semblerait qu'on a trouvé ce qui va pas, donc ça a été modifié sur le prochain mât qui va être livré à Lorient d'ici 1 mois et que je vais pouvoir de nouveau installer sur le bateau. Donc ça aussi c'est quelque chose d'assez positif. Je vais pouvoir repartir sereinement avec un mât toujours fourni par Axon, avec qui la collaboration a été top pour trouver la faille et faire un nouveau mât plus robuste. Si je me souviens bien, les quelques jours entre le moment où tu as dématé, où tu as touché de terre, ont été assez difficiles. Hein. Les conditions étaient quand même pas faciles. T'étais avec Aurélien Ducrot, si je me souviens bien, pas très loin de lui, qui avait aussi dématé. C'est vrai que dans mon malheur, j'ai eu la chance de démater à peu près au même moment et au même endroit que Aurélien Ducrot. Alors pas pour les mêmes raisons, mais voilà, on était côte à côte. Ouais. Et c'est vrai que les conditions de retour à terre, elles sont un peu... c'est quelque chose qui me paraît même pas tout à fait réaliste quand j'y repense aujourd'hui. Je pense qu'on était dans un état un peu second, dans des conditions de mer et de vent dantesques, et on s'est vraiment fait bousculer avec Aurélien. Les 5 jours de dérive pour rejoindre la terre ont été vraiment durs à encaisser. Mais il y avait tellement de mer qu'au final, même quand on était à moins d'1 mille l'un de l'autre, on ne se voyait toujours pas, que ce soit le jour ou la nuit. Donc c'était vraiment dantesque, mais on arrivait à rester en contact sur WhatsApp et puis on se relayait les informations de cargo qu'on voyait vraiment au dernier moment, hein, vu qu'on n'avait plus de mât pour les détecter. Voilà, on a pris un peu soin l'un de l'autre, on s'est échangé nos tips à bord et nos équipes à terre ont pu collaborer pour organiser au mieux la réception des bateaux à la Corogne. Donc voilà, ça de nouvelles aventures humaines. On se connaissait pas trop avant. Et là, on a passé 5 jours à s'écrire tout le temps et à partager ses galères. Donc, même pour la suite. Hein, bon, j'imagine que ça... Ouais. Bon, j'imagine que ça a effectivement aidé à tenir. Quel est un peu pour toi le programme sur la saison de classe 40 ? Tu fais l'intégralité des courses. Quel est un peu ton plan de bataille pour arriver jusqu'à la Transat Jacques Vabre ? Écoute, c'est vrai qu'elle va être bien chargée cette année 2023. Déjà, ce qui est top, c'est que la boulangère a été très motivée pour s'intégrer avec moi sur le programme The Ocean Race avec Biotherm. Donc, c'est top de pouvoir être à bord du bateau de Paul pendant quelques mois. Et au final, vu que le classe 40 est en chantier en début d'année, ça tombe très très bien. Parce que donc, je peux engranger des milles à bord de l'IMOCA pendant que le refit du bateau est en cours. Ensuite, le bateau, le classe 40, il va être mis à l'eau mi-mars à Lorient, ce qui va me permettre de reprendre les entraînements à ce moment-là pendant 1 mois et demi, avant de retourner faire l'étape 5 de The Ocean Race. Et la première course en classe 40 de l'année, ce sera départ fin juin pour les sables Horta les Sables, qui est une course en double. Ensuite, l'objectif majeur de l'année, c'est la Transat Jacques Vabre. Moi, j'ai choisi de faire les sables Horta et la Transat Jacques Vabre avec la même personne, afin de pouvoir former quelqu'un qui va être super à l'aise pour l'objectif clé de l'année, la Transat. Donc voilà, on n'a pas encore complètement arrêté la décision, mais ça devrait se faire dans les semaines à venir. Mais on sera de nouveau sur un bel équipage 100% féminin qui sera le même sur les 2 courses majeures de l'année. Bon, tu as déjà navigué avec Anne-Claire Lebert l'année dernière. Ça pourrait être elle ou Joker ? Anne-Claire est évidemment dans la shortlist des personnes qui peuvent embarquer sur le bateau parce que elle le connaît déjà et on s'entend très bien sur l'eau. Mais bon, il y a pas que ça. Donc on réfléchit. C'est une décision qu'on prend ensemble avec la boulangère, donc mais c'est possible. On verra. D'accord, ça fait partie des possibilités. Tu te projettes jusqu'à quand sur le circuit classe 40 là avec la boulangère bio ? Vous êtes liés jusqu'à quand et comment tu vois un peu ton avenir à un petit peu plus long terme ? Alors nos destins sont liés avec la boulangère jusqu'à fin 2024. Donc le programme de 2023, tu l'as déjà. En 2024, il y a la Transat dite anglaise et la Québec Saint-Malo au programme principalement. Et pour la suite,
pour la suite, c'est vrai que ça s'enchaîne toujours, hein. J'ai l'impression qu'on vient juste de décider de continuer jusqu'à 2024 et il faut déjà réfléchir à ce qui va se passer en 2025. Donc là, on a plusieurs pistes dans les tuyaux. C'est vrai qu'on essaye en priorité de collaborer avec la boulangère, mais on est sur les prémices de discussion sur la suite. Donc je peux pas te dire, je sais pas moi-même ce qui va se passer par la suite, mais en tout cas, il y a plusieurs pistes. Continuer en classe 40, ça reste un support top avec un plateau qui a un niveau de jeu très très élevé là, de plus en plus. Donc moi, j'apprends beaucoup sur ce circuit-là et ça me convient bien. Après, forcément, je prends goût au multicoque à force de naviguer sur l'Ultime. Et puis là, je découvre l'IMOCA et les envies de tour du monde peuvent chatouiller un petit peu. Donc voilà, il y a plein d'idées qui se bousculent. L'idée, c'est qu'on essaye de structurer un peu tout ça et de réfléchir à quelle serait la meilleure piste de travail pour à partir de 2025. Et toi, Anto, le programme 2023 pour préparer l'Arkea Ultime Challenge, tu vas participer à des courses ou ça va être vraiment de la navigation en solo ou en faux solo, voire en équipe? Alors j'ai pas tout le calendrier ultime pour cette année. Après voilà, il y a des courses qui sont vraiment super à faire, les Fastnet, les choses comme ça. Voilà, donc c'est toujours des courses chouettes que tu peux faire en équipage, faire venir des compétences à bord, faire venir du monde à bord. Voilà, les courses aussi assez locales. Donc voilà, essayer de participer à pas mal d'événements, beaucoup d'entraînements en solitaire aussi, comme je te disais, la qualification. Voilà, il y aura peut-être des stages aussi avec les autres ultimes. Il y a rien qui est encore décidé. Après nos beaux bateaux, forcément, faut les faire vivre, faut les faire naviguer, faut aussi les montrer. Euh, donc voilà, un programme on va dire plutôt classique et avec un objectif forcément euh, d'entraînement pour moi pour le Tour du Monde. Et toi, est-ce que, comme Amélie, tu réfléchis déjà un petit peu à la suite ou là, ton horizon, c'est vraiment ce tour du monde et seulement ce tour du monde? Bah là, ça s'est un peu bousculé rapidement là. Non, après la suite là déjà je suis bien booké pour au moins 2 ans. Après des envies de continuer en ultime, des envies d'IMOCA, des envies de tout, hein, les envies de naviguer, de voilà. Enfin, j'ai aussi envie de temps en temps sur des petits coups ponctuels de 2-3 jours, naviguer aussi, faire des petites courses sur d'autres supports avec en tant qu'équipier, voilà, sur d'autres projets. C'est toujours aussi bon de prendre de la compétence aussi sur le bateau des amis. Voilà, l'objectif c'est de naviguer et voilà, j'avais le rêve de faire un Vendée Globe et de faire un Vendée Globe. Pourquoi faire un Vendée Globe? C'était pour faire le tour du monde en solitaire. Et au final, là, d'avoir l'occasion de le faire en ultime, c'est encore un rêve que j'arrive même pas à l'imaginer, mais c'est un rêve qui est encore au-dessus et voilà, je vais essayer déjà de prendre de réaliser ce premier rêve-là qui me tombe dessus et puis on verra pour la suite. Bon, et un tour du monde en ultime par rapport à un tour du monde en IMOCA à foil, c'est presque plus confortable en mettant tous les guillemets qu'il faut. Ouais, c'est vrai que l'inconfort et le confort est complètement différent entre l'ultime et l'IMOCA. C'est vrai que on va dire en IMOCA il y a de l'inconfort parce que ça tape beaucoup, t'es très bas sur l'eau, c'est tout le temps à quatre pattes, à l'intérieur du bateau il fait tout noir. Et, et en ultime, bah, tu as quand même le risque de le chavirage. C'est des bateaux qui, quand ils sont lancés à 40-45 nœuds, t'as une sorte d'inconfort euh, lié avec le bruit de la haute vitesse, des galopants qui vibrent. Enfin, il y a une sorte c'est surtout nerveusement que l'ultime est inconfort et l'IMOCA est très inconfort, on va dire, plutôt physiquement. Euh, donc c'est quand même deux bateaux qui ont un côté un petit peu différent par rapport au confort. Ouais.
Ouais, on se souvient effectivement que François Gabard, quand il avait battu le record du tour du monde en solitaire en 42 jours sur justement ton bateau, sur Actuel, l'ancien massif, il avait mis, je crois, énormément de temps à s'en remettre. Donc c'est quand même un inconfort psychologique très important. Eh bien, je vous remercie tous les deux. C'était très intéressant, très sympa de vous avoir en direct de Mindelo au Cap-Vert. Vous allez donc prendre le départ mercredi à 19h05 heure française de cette deuxième étape de The Ocean Race à destination du Cap. Bonne préparation météo à toute l'équipe et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 104e épisode de Pause Report. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci salut. à toi. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!